De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans votre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir je reçois la sociologue martiniquaise Juliette Smeralda. Bonsoir Madame Smeralda. Bonsoir à vos auditeurs ou non à vos téléspectateurs. Enfin, à tous ceux qui veulent bien nous écouter. Déjà, merci effectivement d'avoir répondu à notre invitation pour ce passage qui fait suite effectivement à une lettre ouverte que vous avez postée sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Je vais lire une partie de ce texte et je vais donner aussi quelques extraits au fil de la discussion pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc, c'est un texte que vous avez posté le 31 août dernier qui s'intitule « Nous sommes en guerre ». Donc à toutes les victimes collatérales de cette guerre aux multiples ramifications, nous exprimons nos condoléances très attristées, notre immense affliction pour toutes ces vies trop tôt abrégées, notre profonde empathie envers toutes les familles touchées par un drame qui n'a rien d'accidentel. Voici posées là pour la réflexion et si possible pour l'anticipation quelques idées qui convoquent un regard lucide sur les bouleversements que subissent les sociétés de ce monde-ci dans lequel nous sommes imbriqués. Les peuples sont traditionnellement traités de passifs face aux dictatures, aveugles même aux signaux précurseurs de leur avènement. Les petits peuples des Antilles et ceux du monde qui, dans le contexte actuel, sont les seuls à tirer le signal d'alarme, font-ils mentir l'histoire et les élites asservies et complices en se posant en visionnaire dans un monde en voie de totalitarisation? La problématique du vaccin et non plus des vaccins est-elle l'arbre qui cache la forêt d'un monde dans la mise sous contrôle est en bonne voie. Rien de nouveau sous le soleil, les systèmes en crise se sauvent par le chaos. S'ensuit une citation d'Hannah Arendt qui a montré que le totalitarisme entraîne une domination permanente de tous les individus en détruisant le lien social les unissant. La propagande a pour effet de répandre et d'imposer l'idéologie et de réduire la liberté de chacun au profit de la collectivité réprimante. La bureaucratie permet de tout contrôler. Le chef au pouvoir est entouré d'une élite qui s'assure le contrôle de l'économie et des moyens de communication. La police fait régner la terreur et consolide le pouvoir. Alors, Madame Smeralda, on voit bien que vous avez tranché dans le vif. Pourquoi ? Oui, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai tranché dans le vif. Il y a dans nos sociétés de Guadeloupe, Martinique et Guyane, en ce moment, quelque chose qui est assez apocalyptique pour les gens qui n'ont pas d'éléments pour comprendre ce qui se passe ou d'éléments d'analyse, j'entends. Pour comprendre ce qui se passe, et donc en même temps qu'on voit décupler oui, on va appeler ça combativité de ces petits pays, on voit la peur gagner de larges masses et on sent que la pression qui est faite sur les gens pour les canaliser vers la seule solution qu'on voit pour eux, qui est le vaccin. On sent que de plus en plus, et l'intention est là, c'est de faire céder ces résistances parce que les gens, au fond, ils n'ont pas décrété qu'ils n'étaient pas pour le vaccin ou qu'ils étaient d'emblée contre le vaccin. C'est parce que tous ces problèmes qu'on analyse en aval et qui ont les conséquences qu'ils ont ne sont pas analysés de manière chronologique ou diachronique et dans leur logique. Donc en amont, il s'est passé beaucoup de choses avant que les peuples ne réagissent comme ils le font. Et les Français, puisque nous sommes concernés directement par la France, les Français ont commencé aussi à mettre en question, en tout cas à interroger le vaccin, à interroger la façon dont il allait s'imposer aux populations. Ils ont interrogé le contenu de ce qu'ils appellent d'ailleurs une injection et non pas un vaccin. Enfin, voilà, il y a énormément de débats autour de ça. Et moi, je n'analysais pas le rapport au vaccin ou pas au vaccin. J'analysais la façon qu'a le pouvoir
de forcer les gens, parce que je crois qu'il n'y a pas un autre mot, à accepter l'idée qu'il n'y a que le vaccin, alors que le peuple réclame une médecine préventive qui a fait ses preuves et qui a commencé, d'ailleurs les débats ont commencé en France, Exact. à Marseille, avec le docteur Raoult, et on a vu tout ce qui s'en est suivi, toutes les brimades, les mises à l'écart qu'il a subies, et surtout le refus de considérer l'hydroxychloroquine comme un médicament dont lui parlait en termes de thérapie efficace. Voilà, donc l'idée c'était plutôt de dire que cette façon d'agir avec les peuples ou sur les peuples, ou de les contraindre, on a déjà vu ça dans l'histoire, même dans la nôtre aussi. Même le pass, la question du pass nous interpelle, parce que nous avons eu dans notre histoire, après la révolution anti-esclavagiste, l'imposition du pass qui empêchait de sortir, qui soumettait la population à un contrôle mais absolument drastique, et ce pass devait être exhibé à tout moment, et les libertés que Napoléon Bonaparte avait supprimées, eh bien, avait réduit la vie de personnes qui vivaient d'ailleurs en esclavage peu de temps avant, avaient réduit leur vie, mais vraiment à une autre forme d'esclavage. Donc c'est cette manière de procéder. Moi, je suis dans les sciences sociales, et on étudie beaucoup les prémices si vous voulez, les façons d'amener tout. Je crois qu'on a un petit problème de liaison Internet. Ouh là là, c'est très embêtant. Est-ce qu'on peut régler ça rapidement, Jordan, qu'on puisse... On va mettre une petite pub. On va mettre une petite page de pub, le temps de recontacter. Oh là 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 là. Au mauvais moment, un très mauvais moment. On se quitte rapidement et on revient en plateau avec Juliette Smiralda. Alors, Madame Smiralda, visiblement, on a pu récupérer la connexion. Est-ce que vous nous recevez? Il faudrait activer le micro, Madame Smiralda. Il faudrait réactiver le micro, puisqu'on a été coupé entre-temps. OK. Là, on vous entend, je crois bien. Oui, là, j'ai activé le micro. OK. Oui, on vous écoute. Non, j'ai expliqué pourquoi j'ai fait ce texte. Je ne pensais pas d'ailleurs qu'il prendrait enfin que les gens le recevraient de cette façon-là, parce que j'ai vu qu'on le distribue beaucoup sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, ça n'est pas une réflexion qui est si révolutionnaire que cela. C'est le rôle des personnes, des professions comme les miennes, comme la mienne, d'analyser la société et de la mettre en garde contre ce que j'appelle, moi, peut-être des dérives, ou alors peut-être qu'on n'est pas conscient qu'on va vers des dérives, mais il faut tirer la sonnette d'alarme pour que ceux qui sont dans des pratiques voilà, un peu compulsives, il faut que les gens soient vaccinés, etc. Et ça leur paraît être voilà, une injonction et un comportement tellement important à imposer qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de changer le lien social, de le déformer. C'est ce que dit Hannah Arendt. On est dans des pratiques qui détruisent le lien social. Et notre rôle
de sociologues ou de travailleurs du social, c'est d'attirer l'attention des gens sur le fait que ça n'est pas banal ce qui est en train de se passer là. Nous avons 3 petits peuples qui sont dits ultramarins, peut-être aussi la Réunion, qui sont dans une grande agitation aujourd'hui. Maintenant, on s'en prend à la Calédonie, qui sont dans une grande agitation et qui voient faire comment vous dire ça, les inscrire dans des obligations, dans des pratiques, dans des obligations qui n'ont pour tout et pour tout aboutissement que l'acceptation du vaccin comme étant la seule solution. Or, les gens vous disent qu'ils connaissent, ils ont une médecine préventive, qu'ils voudraient l'appliquer parce qu'elle a fait ses preuves. Et il y a aussi des médicaments chimiques qui ont montré qu'ils étaient efficaces. Et on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, on n'a plus de discussion possible sur ces médicaments. On ne veut plus entendre parler de prévention. On demande aux gens, quand ils disent qu'ils souffrent, de prendre du Doliprane, de rester chez eux, et quand ça va très mal, de venir, d'appeler l'hôpital. Enfin, beaucoup d'incohérences et de peur qui montrent que quelque chose, la machine semble un petit peu déréglée en ce moment. Alors justement, comment vous interprétez, comment vous observez justement le fait que les sachants guadeloupéens et martiniquais, pour une partie d'entre eux, se soient quasiment tous rangés pour une vaccination plus ou moins généralisée et assez rapide. Comment vous appréciez ce comportement? On a eu notamment cette petite phase de mépris au national. Bon, on a l'habitude au niveau national de se voir un peu méprisé, mais là effectivement on avait une partie de la population qui était assez méprisante envers leurs semblables, envers leurs proches, sur le fait que si on n'est pas vacciné, c'est limite qu'on est stupide, ou on a des croyances plus ou moins bizarres, alors que bon, on ne va pas décrédibiliser le vaudou, mais eux en tout cas en parlent en termes péjoratifs, on parle de religion, on parle de toutes ces choses-là. Comment vous interprétez cela ? Bon, moi, je ne veux pas porter de jugement sur les comportements des gens. Ce que je peux vous dire, et ça c'est aussi le rôle d'un sociologue ou de quelqu'un qui réfléchit à comment la société s'organise, quelle est la place des médias dans la société, comment est-ce que justement en investissant l'espace public avec un discours ultra orienté, et excusez-moi de le dire de cette façon-là, qui ne laisse place dans les débats à aucune pensée véritablement contradictoire. Aucune contradiction. On a vu à la Martinique, sur je ne sais pas combien d'intervenants à une émission, il y avait juste une seule médecin qui disait que l'ivermectine était une possibilité de soins qui marchait, qui donnait des résultats. Mais après, il semblerait que l'émission ait été retirée du site de ce média et que la journaliste qui avait invité cette personne ait été un petit peu, voilà. Alors je ne sais pas bien, j'ai pas suivi cette affaire-là, mais pour moi qui regardais cette émission et qui ne comprenait pas ce déséquilibre entre au niveau de l'organisation même des intervenants dans un média public à une heure de grande écoute pour un public dont qu'il fallait convaincre que voilà, on était en pandémie, que effectivement beaucoup de gens mouraient et on a presque l'impression que c'était l'effet recherché, c'est-à-dire agir sur les esprits en laissant effectivement monter le nombre de morts au point qu'on a des avis d'obsèques qui durent 1 heure, parfois plus, par jour, ce qui a contribué à créer une sorte d'angoisse, déjà une angoisse de la mort, mais aussi dans les familles même,
des gens qui ont vu effectivement beaucoup de leurs membres, de leurs amis proches disparaître, parce que nous sommes des terrains à comorbidité forte, nous sommes des personnes empoisonnées, nous sommes diabétiques, nous sommes obèses ou bien en surpoids, et toutes ces pathologies, en plus on ne sait pas, il y a quelqu'un qui a posé la question de est-ce que le chlordécone que nous avons en nous interagit avec le vaccin? Oui, n'a pas de réaction. Toutes ces questions-là sont posées, et c'est le petit peuple qui les pose et qu'on diabolise et qu'on accuse d'être effectivement vaudouisants, etc. Parce que du coup, on a décentré le débat, on a sorti le débat de son centre pour le détourner le regard sur des problématiques ou des considérations, des jugements à l'emporte-pièce d'ailleurs, et qui empêchent justement qu'on reste focalisé, qu'on focus sur les questions que le petit peuple, je vais le dire comme ça, sans me mettre aussi à jouer au supérieur, mais je veux dire le citoyen lambda se pose un tas de questions avec une grande logique. Et pour moi, qui suis sociologue et qui écoute les avis et qui essaye de comprendre comment les gens reçoivent ce qui se passe en ce moment et comment ils y réagissent. Et je vois que les gens réagissent avec beaucoup de bon sens. Ils posent de vraies questions et ils ne sont pas en guerre contre les élites ni contre la médecine qu'on veut leur imposer. Ils posent des questions simplement et on refuse, ou en tout cas, je ne sais pas pourquoi, on les esquive, on sort tout ce qui est gênant de la problématique. C'est comme si on avait à faire le vide autour de soi, à éliminer tout ce qui allait intervenir dans l'analyse ou qui allait créer, si vous voulez, des réactions qui sont, si vous voulez, pas forcément de contestation, mais de surprise, d'interrogation légitime. On élimine tout cet environnement-là et puis on laisse le citoyen, c'est ce que je dis dans le petit texte, parce que il me paraissait que c'était assez quand même cette manière d'amener les gens à n'être plus que eux en face du vaccin, eux les rétifs et le vaccin qui était the solution, pardon pour l'expression. Eh bien, on ne comprend pas pourquoi on en est arrivé à ça et pourquoi un vaccin sur lequel le peuple s'interroge, qui est une injection, comme il le dit lui-même, et que beaucoup de grands spécialistes dans le monde ont expliqué, ont apprécié le caractère expérimental et ont émis des réserves en fait. On a émis beaucoup de réserves sur le sujet et on ne comprend pas pourquoi on ne veut pas dialoguer avec en tout cas permettre qu'il obtienne des réponses à ces questions, parce qu'avant de s'injecter le vaccin, ou en tout cas de l'accepter, les gens ont envie de savoir, j'allais dire de manière très prosaïque, ce qu'ils mettent dans leur corps. Et c'est d'autant plus complexe et problématique qu'ils se sont mis, parce que c'est le petit peuple qui organise, du coup, les éléments d'enquête et la compilation de faits qui vont permettre de dire, voilà, vous avez été vacciné, est-ce que pour autant vous êtes immunisé? Et puis, on commence à leur dire, le vaccin, et puis tout le temps, tous les jours, on apprend qu'il y aura une deuxième dose, une troisième dose, et vous êtes bien vacciné si vous avez les 3 doses, mais comme on vous annonce une 4e vague et que le vaccin n'est jamais suffisant, il faut quand même reconnaître que c'est la première fois qu'on dit à des gens, prenez des doses de vaccin de manière très espacée dans le temps, parce que on nous dit oui, on a l'habitude d'être vacciné, mais les rappels qu'on donne pour les vaccins classiques n'étaient pas aussi fréquents. Non, puis ça s'étale sur plusieurs années. On est d'accord. Donc là,
sur plusieurs années. Vous ne prenez pas un rappel un mois après, vous prenez un rappel, enfin, bon, voilà. Il y a des choses, en tout cas, qui interrogent, mais ce qui est pour moi important, et il ne faut pas prendre le combat du peuple et tirer la couverture à soi. C'est le peuple qui a attiré l'attention sur ces phénomènes, sur le fait qu'il existe une médecine préventive qu'on aurait pu appliquer, sur le fait que c'est les médicaments qui ont aidé et dont ont témoigné certains médecins de l'efficacité, ont été retirés des pharmacies. Le petit peuple, encore une fois, avec des guillemets, a demandé pourquoi avoir alors soit demander aux médecins, parce que ça c'est les médecins qui le disent, et ce sont les pharmaciens. Moi j'ai interrogé aussi, parce que je trouvais ça très étonnant quand j'ai entendu des gens dire qu'on a réquisitionné les stocks d'ivermectine, par exemple, en pharmacie, ou qu'on a empêché certaines officines de les vendre. J'ai trouvé ça assez étonnant, mais sans esprit de... Parce qu'il ne faut pas qu'on nous envoie dans les histoires de complotistes ou je ne sais quoi. Très logiquement, on se dit, mais comment un médicament peut fonctionner, être efficace, les médecins le montrent, le disent, et puis ne pas être prescrit ou bien délivré. Et pourquoi on demande aux pharmaciens, on réquisitionne leur stock et on les stocke. Bon, moi, je ne vais pas dire tout ce qu'on m'a raconté, mais enfin, voilà, les pharmaciens et les médecins parlent quand vous les interrogez, parce qu'eux-mêmes sont un petit peu surpris de ce qui est en train de se faire là. Donc moi, la petite missive, enfin la petite analyse que j'ai produite, c'était pour attirer l'attention, non pas sur pourquoi les gens veulent le vaccin ou pas. Ils ont posé les questions, les vraies questions, et la société et ses élites et son corps médical et son corps préfectoral, etc., n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Moi, j'interrogeais sur ce que j'appelle des dérives. C'est surprenant que tout d'un coup, on enferme un peuple dans une espèce de discours, dans une méba sur les médias, avec un corps de personnes cooptées qui viennent dire aux gens le vaccin, et tous les questionnements qui ont cours sur le vaccin ne sont pas traités, ne sont pas analysés, et ils ne disent pas aux gens ce que les gens savent aujourd'hui. Ils ne leur en parlent pas. C'est-à-dire que le vaccin n'est pas encore au point, et il y a des gens qui développent des pathologies, ne serait-ce que parce que nous-mêmes sommes des populations à risque, et que nous voyons se développer chez nous des réactions que d'autres peuples n'auront probablement pas. Donc voilà, il faut s'interroger. Je ne suis pas venue accuser ceux qui ne prennent pas position ou pas. Moi, je sais que quand le ministre est passé, il a probablement donné des consignes, et que, voilà, nous sommes dans un pays où effectivement l'autorité est décentrée, mais l'autorité s'exerce à travers aussi un corps représentatif de l'État ici dans nos régions, et qu'ils ont à relayer les décisions du pouvoir central. Et c'est sur cette base-là probablement que nos gens, nos élites, nos politiques, notre corps médical, etc., ont décidé d'appliquer ce qui leur a été demandé. Après tout, nous sommes dans des relations d'obéissance aux ordres quand elles viennent des instances hiérarchiques. Et voilà. Donc moi, je suis peut-être un peu en dehors de ça, parce que je suis diabolisée aussi par rapport à mes positions. Mais je pense que là, il ne s'agit pas de parler de moi ni de mes positions, ni de quelque chose qui serait extraordinaire d'avoir écrit ce petit mot-là. Je pense que nous sommes responsables de notre société, et aussi des dérives que nos gens, des risques que nos gens nous font courir, parce que peut-être on a la tête dans le guidon, on a beaucoup de morts, on a très peur, des choses qu'on aurait pu éviter. On est dans une espèce de dynamique de la catastrophe, et
et on continue aveuglément, alors qu'il faut à un moment donné appuyer sur le frein et dire stop, on réfléchit, qu'est-ce qui est en train de nous arriver là? C'est juste cette réflexion-là que je voulais provoquer. Alors, avant d'en venir justement à décrypter un peu la suite du texte, puisque vous donnez des exemples quand même qui sont assez parlants dans ce texte, comment vous appréciez, puisqu'on a ciblé la problématique du refus vaccinal sur les Antillais spécifiquement, mais on se rend compte finalement que 70% de la population noire américaine refuse le vaccin. En Afrique, très majoritairement, ils refusent le vaccin. Donc il y a une espèce d'accord implicite entre les afro-descendants, sans concertation, sans consultation, sans tractation, sans rien. Les afro-descendants ont tous quasiment le même positionnement. Comment on peut expliquer ça ? Ça s'explique parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut interroger le type de rapport qu'on a aussi avec la France ou bien les puissances occidentales. Le peuple noir existe. C'est un peuple qui est colonisé, qui est dominé, qui ne sort pas facilement de sa domination malgré ses efforts. Et c'est un peuple en même temps qui a développé des formes de résistance parce qu'il a une mémoire. Et il a une mémoire avec le vaccin. Il a une histoire avec le vaccin. Et cette histoire-là, si les gens veulent comprendre, parce que j'ai vu que beaucoup de questions se sont posées, pourquoi les Antillais refusent le vaccin, etc. Est-ce que vous croyez que les gens viendront vous dire, voilà, on a peur pour X raisons? C'est à nous, à l'État, à ceux qui connaissent, qui sont dans les sciences sociales et les sciences humaines, de comprendre aussi historiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de notre peuple, parce qu'on a beau être des aliénés et des assimilés, nous avons une histoire qui est bien à nous, même si on ne l'enseigne pas, même si les gens ont appris à la considérer comme quantité négligeable et à ne pas l'évoquer dans leur quotidien, puisque dans leur quotidien, ils ont à s'adapter beaucoup aux exigences de l'école française, de la société francisée, occidentalisée dans laquelle nous sommes. Et donc, les gens ils sont très occupés à s'adapter. Et le peuple noir passe son temps à s'adapter parce qu'il n'a pas de structure civilisationnelle à lui. Même sur le continent, il est justement entre les mains des puissances occidentales. Donc, c'est un peuple qui survit justement à travers des résistances qui sont transversales, comme vous le soulignez. C'est important qu'on souligne ce fait-là. Des gens qui parlent des langues différentes, malheureusement, qui parlent des langues différentes, qui ont, il y a une mémoire du peuple, il y a quelque chose une sorte d'alchimie qui opère. Quand j'avais travaillé sur le défrisage, j'avais aussi pris cet exemple-là. Ça a commencé aux États-Unis, et puis les Antilles ont été envahies, la Caraïbe et l'Afrique. Et on s'est demandé, moi, la question c'était comment les gens se sont transmis ces pratiques-là. Mais il y a énormément de choses qui se font dans nos populations, dans notre peuple, et qui reflètent cette sorte d'identité. Oui, moi je crois que donc il y a une histoire avec le vaccin, avec les vaccins. Et on sait qu'aux États-Unis, par exemple, enfin j'ai lu justement parce que ces choses-là m'intéressent aussi, le gouvernement américain sous Clinton avait demandé pardon aux Africains américains qui ont, eux justement, des laboratoires pour vérifier la nature des matières qu'on leur injecte, et puis etc. Et ils avaient découvert, donc, dans leur laboratoire d'Africains américains, que les produits qu'on leur injectait ou qu'ils servaient beaucoup de cobayes et de mise et puis je sais aussi, j'ai d'autres exemples
d'exemples, pas seulement venant des Noirs, parce on les accuse encore d'être complotistes, mais il y a énormément d'exemples qui montrent que les populations noires sont des cobayes dans le monde. Il y a cette mémoire dont il faut qu'on tienne compte, et il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre pourquoi les gens résistent à un vaccin. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que la tragédie dans laquelle nous avons grandi, vécu et continuons à vivre, qui est qu'on nous dénie toute histoire et en même temps, on avance dans le monde avec des inventions, des nécessités nouvelles et on ne comprend pas que les gens soient en train de revivre des choses parce qu'on se soucie peu de ce qu'ils ont gardé en mémoire ou de leurs craintes ou de leurs angoisses existentielles. On se soucie peu de ça. Mais quand on est en face de résistance qu'on ne comprend pas parce que ça n'intéresse personne de véritablement comprendre, eh bien d'un coup, on se met à jouer aux sachants ou aux savants, à dire mais pourquoi ils ne veulent pas, qu'est-ce qui leur arrive? Ah, ils sont vaudouisants, ils aiment la religion. Toutes les choses qu'ils ont empêché le peuple d'aimer et de pratiquer, tout d'un coup, parce que la religion quand même, hein, on ne va pas débattre là-dessus, mais on sait bien que c'est l'un des piliers qui ont permis justement, qui a permis justement la colonisation, etc. Donc moi, je ne comprends pas. On a l'impression que à chaque nouvelle crise ou situation critique, les Occidentaux ou les Français vont mettre le compteur à zéro. Mais nous ne sommes pas un peuple qui a un compteur à zéro. Il faut qu'on comprenne que si on veut jouer franc jeu, s'il s'agit de donner un vaccin ou de le tester, il faut qu'on comprenne de quoi il est fait pour que les gens l'acceptent en leur âme et conscience. Mais on ne peut pas leur imposer des choses qui vont, dont ils vont faire les frais. Et il ne faut pas laisser dire que les populations des Antilles-Guyane sont anti-vax. C'est faux. Les gens veulent être soignés. Ils ne veulent pas mourir et ils ne veulent pas que leurs gens meurent. Ils font beaucoup d'efforts de prévention en amont. Bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle des formes de discipline, je ne sais pas. Vous savez, on arrive avec des pratiques nouvelles. On dit aux gens, tout d'un coup, dans un pays chaud en plus, mettez le masque, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Eh bien, vous savez, sociologiquement, c'est très intéressant et important d'expliquer ça. Pour intérioriser des habitudes nouvelles, il faut un temps d'adaptation. Donc, il y a beaucoup de gens qui continuent encore à vivre comme avant, mais ils vont intégrer ces comportements nouveaux progressivement. Donc, il faut leur donner une chance de le faire et ne pas venir les pilonner. Enfin, moi, je crois que c'est ce pilonnage-là qui m'a donné le sentiment que pour des gens qui souffrent déjà, que trop c'est trop. Donc j'ai pris la parole, j'ai écrit deux petites choses qui sont, que je vois qui font réagir les gens. Mais je répète, j'attire l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes des descendants d'esclaves, des descendants d'immigrés, de tout ce qu'on veut, et que nous sommes, quantité négligeable dans la balance quand il faut prendre des décisions, etc. Mais nous avons mûri ou vieilli ou grandi, je ne sais pas comment aborder ce problème. Ce que je veux dire, c'est que les gens demandent aujourd'hui du respect. Ils demandent de la considération et ils demandent qu'on les traite différemment. Or, le traitement qui est en train de s'exercer là, de se faire, la manière qu'on a de parler au peuple, les Français là-bas, à travers leurs médias, qui s'autorisent toutes sortes de discours que nous n'aurions jamais pu nous autoriser. Vous voyez, en toute décomplexion, tout ça, ça fait, ce sont plusieurs étapes, bien sûr, mais il y a un trop-plein aujourd'hui. Les gens veulent être respectés. Alors, il ne faut pas brandir le spectre de la mort sous leur nez ou leurs yeux pour leur dire « Oui, mais attention, si vous n'obéissez pas, vous mourrez. » Mais ce n'est pas comme ça, puisque en étant dans une médecine préventive, ils ne meurent pas. J'ai tendance à dire aux gens, on ne meurt pas du Covid. Le Covid, c'est une sorte de grippe un peu compliquée. On souffre, mais beaucoup de gens autour de nous guérissent du Covid. La question,
C ou de la COVID. J'ai vu qu'on l'a rebaptisé au féminin, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais il y a toujours des raisons à ce qui se fait. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes des populations à forte comorbidité. Nous réunissons à nous seuls l'ensemble des maladies de l'humanité par les traitements notamment que nous subissons depuis l'esclavage, dans la nourriture trop salée, trop sucrée. Donc le diabète, c'est ça. Et dans la Caraïbe aussi, on a ces pathologies parce que les gens mangent trop sucré avec l'industrie de la canne à sucre, etc. Donc nous sommes... Et puis nous avons une explosion d'obésité qui font que nos gens ont des estomacs très volumineux, et quand il faut entrer, quand ils sont en manque d'oxygène et qu'il faut aller les aider à dégager les poumons, eh bien les poumons sont sous une masse de graisse, et tout ça, ça ajoute aux comorbidités qu'ils ont déjà, je veux dire, par des pathologies plus classiques, mais il y a aussi celle de l'obésité qu'il faut traiter en particulier. Quand les gens sont obèses, on accède difficilement à leurs poumons quand il faut les aider aussi à respirer, etc. Donc, il y a une grande simplicité dans les problèmes qui se posent aujourd'hui, et voilà, une société tout en émoi me semble vouloir criminaliser ou bien judiciarisé. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression que nous sommes dans des, on va dire, des nécessités qui ne sont pas nécessairement celles du peuple. Et il faut les interroger. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de s'interroger ces dernières semaines au vu de la situation en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, puisqu'on a des exemples qui sont quasi similaires. Donc un afflux massif de patients dans les réanimations, dans les services d'hospitalisation. On a effectivement fait un peu, j'ai eu l'impression qu'on faisait un peu culpabiliser la population, lui disant bon, vous ne vous êtes pas fait vacciner, donc vous tombez malade gravement, donc c'est un peu tant pis pour vous. S'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas de place, on ne pourra pas vous traiter. Ça a rajouté effectivement une couche de peur, en fait, de stress par-dessus. Donc, la gestion de crise, la communication de crise, en fait, n'arrange pas la situation, ne permet pas, en fait, aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, de se situer dans une atmosphère qui lui éviterait justement de tomber malade. Mais c'est ça que les gens demandent de manière, pour moi, très raisonnable. Ils veulent appliquer, faire reconnaître la médecine préventive qu'ils connaissent. On a appelé ça remède rasier. Il y a des élus qui se sont permis de se moquer de ces remèdes rasiers auxquels les gens sont très attachés, en appelant, en opposant vaccinodrome à tomodrome. Vous voyez, donc on est aussi dans quelque chose d'assez révélateur sur le plan culturel, parce que ce qui me semble intéressant ou important à retenir de cette crise dont on n'est pas sorti, c'est qu'elle a été un révélateur de tous les malaises que nous vivons finalement dans nos sociétés, qui sont peut-être à un tournant de leur existence, qui s'interrogent véritablement sur le plan identitaire, qui se tournent de plus en plus vers d'autres matrices, qui comprennent qu'on les a privés de beaucoup de choses, et puis qui se rendent compte qu'aujourd'hui, eh bien, elles sont en tête-à-tête avec la France, et que c'est la France qui décide de gré ou de force. Ça passe quand on ne peut pas passer de gré, on passe de force pour imposer un certain nombre de choses. Et le dialogue, c'est si vous voulez, le ferment même de la relation qui est supprimé, et qui fait que cette forme de dialogue de sourd, ou bien de posture de sourd qu'on oppose à la population, ne fait qu'exacerber justement les tensions, parce que les gens ont envie de dialoguer. Bon, alors moi, si nos élites ne comprennent pas ça, moi je ne sais pas vers quoi on va. Mais
qu'il n'y a pas une déconnexion? On a senti aux dernières élections que, bon, avec les 70% d'abstention, il y avait déjà une grosse défiance au niveau politique. Mais est-ce que justement, les élus ne sont pas un peu hors sol et complètement déconnectés de la réalité? Puisqu'on a une majorité de la population qui a un avis, on était quand même sur du 85% de personnes qui refusent littéralement la vaccination. Il y a 15% qui ont été au forceps depuis. Mais est-ce qu'on n'a pas des politiques justement qui sont complètement hors sol? Moi, je crois que si on réfléchit en termes de système, nous sommes aussi hors sol. Donc notre élite politique ne peut pas ne pas être hors sol. Nous n'apprenons pas notre histoire, nous n'apprenons pas beaucoup l'histoire des institutions françaises et nos élites qui arrivent à la politique avec le bagage qu'ils ont, hein. Les Français, c'est Polytechnique, c'est ENA, c'est voilà, les grandes écoles pour se former à la politique et entrer dans ce monde politique. Maintenant, nos élites arrivent comme ils peuvent à la politique et il leur manque un ancrage local. C'est très très clair, mais on a le même problème en Afrique. Hein. Les gens sont scolarisés dans d'après des concepts occidentaux. Les livres scolaires sont faits par la France, par exemple, pour les pays francophones. Le système politique, c'est du copier-coller à ce qui se fait, donc les constitutions, etc. C'est du copier-coller. On ne peut pas, à mon avis, c'est pour ça que sociologiquement, c'est important qu'on analyse ce qui se passe là, pour qu'on ne soit pas dans l'essentialisme, ou qu'on ne dise pas c'est parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils sont dans un système, ils sont formatés comme nous-mêmes, et nous-mêmes sommes dans des pratiques qui nous déconnectent tous les jours un peu plus de qui nous sommes, et quand il y a des crises et qu'il faut trouver des solutions, les nôtres ne sont pas armés pour les résoudre. C'est pour ça que j'ai pas envie de leur jeter la pierre, mais j'ai envie de leur dire qu'on a quand même la possibilité à un moment de s'arrêter et de se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Est-ce qu'on peut continuer à vivre une vie de dignité, de responsabilité dans de telles conditions? Parce que les colonies n'ont jamais servi à l'épanouissement des colonisés. Les colonies sont des marchés, des plateformes de carrière pour les personnels que la France forme pour la servir loin de son centre. Donc ce sont des fonctionnaires à son service, et les personnes sur place sont dans, si vous voulez, d'une dynamique d'aider le pouvoir central à appliquer ses politiques dans les colonies. Ce sont des choses simples, hein. C'est sociologiquement, on n'a pas besoin d'essentialiser en disant que c'est dans leur gène, que dans leur ADN que se trouve ça. C'est le système qui produit ce type de comportement et de réaction, en plus du fait que nos gens, quand ils arrivent en politique, ils n'ont pas les formes, ils ne bénéficient pas des formations que les Français de France qui arrivent, qui sont des hauts fonctionnaires, ont. À la base, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent puiser dans nos populations pour les former à HEC, etc. Et bien, on aurait apprécié que, par exemple, la France mette en place de telles écoles pour former les élites politiques. Et nos élites politiques n'ont pas même expliqué au peuple ce que c'est qu'une société. Quand on l'amène à voter, on l'appelle, pour beaucoup de gens, pour nos gens, on n'est pas dans un débat d'idées, on est dans des débats, des intéressements qui portent sur des hommes, des intérêts qui portent sur des hommes, des femmes, des personnes, pas sur un système. Et le système est très très peu expliqué aux gens. Donc nous ne sommes pas dans des pratiques ni dans des compréhensions qui permettent si vous voulez, d'avoir une vision d'ensemble et de bien comprendre en quoi nos vies nous échappent. Nos vies nous échappent. Et nos élites font partie de nous. Ils reflètent ce manque si vous voulez, d'emprise sur nous-mêmes, sur nos destinées. Mais
mais le système sait bien s'appuyer sur cette classe dirigeante qui a des petits bénéfices, mais vous voyez, nous on parle de grosses ou de petites miettes, mais c'est un peu méchant, mais il y a quand même des avantages qui font qu'ils trouvent ces fonctions-là intéressantes, puisqu'ils aspirent à exercer ce pouvoir-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut s'interroger sur la nature de ce pouvoir et essayer de dégager aussi des projets un peu plus ambitieux, un peu plus qui permettent aux gens aussi de se réaliser pleinement dans leur humanité. Parce que là, oui, moi je pense que nous sommes, que le plafond de verre qui est au-dessus de nos têtes, il est très très épais et que nous avons pris l'habitude de courber les chines parce que le plafond de verre nous empêche de regarder trop loin. Si vous aviez un conseil, des recommandations justement à la population pour les jours, les semaines, les mois à venir. Moi, je crois que il est important que les élites s'intéressent à leur population, qu'ils ne les voient pas comme des agités ou des personnes qui sont voilà dans des comportements absolument chaotiques. C'est absolument faux. Les gens sont très organisés, très disciplinés, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont confiance dans leur médecine traditionnelle, ils ont confiance aussi dans une partie de la médecine occidentale qui est chimique, qui est à base d'ivermectine et de hydroxychloroquine et puis il y a d'autres choses. Et quand ils sont pris à temps, ils guérissent, même s'ils traversent 3-4 jours un peu difficiles, ils guérissent. Donc, est-ce que la question, c'est de traverser en restant en vie la crise, ou est-ce que la question est réduite à une problématique vaccinale? À mon avis, le Covid et vaccin, ça n'est pas lié. La Covid, c'est une maladie, le Covid, c'est une maladie, et le vaccin, c'est en principe un soin, un médicament, si on veut, un soin. Et les deux ne se trouvent reliés, enfin, mis en relation, que par le fait que, voilà, on pense que entre l'administration du vaccin et l'acceptation par le patient du vaccin, le Covid va être éliminé. Or, cette sorte de raccourci qu'on prend n'est pas très honnête intellectuellement, parce que beaucoup de gens ont eu très peur, ils se sont vaccinés. Je connais des gens autour de moi qui ont peur parce que justement, ils ont découvert par la suite que beaucoup de gens qui avaient été vaccinés avaient développé des pathologies un peu inquiétantes, etc. Mais on ne va pas faire ici trop l'étalage de ce qu'on sait aujourd'hui, puisqu'on demande aux gens de témoigner. Mais beaucoup de gens sont pleins de bonne volonté. Ils veulent vivre, et ils ne veulent pas qu'on leur dise prenez comment s'appelle ce comprimé-là ce comprimé contre la fièvre, et puis attendez chez vous, et si ça devient, vous avez du mal à respirer, appelez-nous. C'est trop tard souvent à ce niveau-là. Donc même le vaccin, quand vous le prenez là tout de suite, il ne vous protège pas de grand-chose. Donc il faut qu'on remette le débat à sa mesure, qu'on lui redonne son sens, qu'on voit avec les citoyens qui demandent à être écoutés et qui disent qu'ils ont des raisons pour le moment de ne pas se soumettre à un vaccin qui est à l'état expérimental, mais qui n'ont rien contre le vaccin. Et il ne faut pas qu'on diabolise. Ça veut dire que c'est ici et maintenant qu'on veut que le vaccin soit administré, que les gens l'acceptent. Or, les gens disent, nous, on veut reculer l'échéance, attendre que le vaccin soit effectivement d'une efficacité prouvée et améliorée, puisqu'on est en train de le perfectionner, donc, etc. Donc
c'est une lutte peut-être entre deux pôles de la société, mais elle est raisonnable dans ce sens où les gens qui réfléchissent à comment les choses se mettent en place sont en train de montrer que, eh bien, le temps où on donnait des ordres ou bien des injonctions et que demandait aux gens de se plier à ces injonctions est un peu passé. Autrement dit, nos populations ont mûri, surtout dans le domaine de la santé, où elles savent combien elles ont été exposées au chlordécone et personne n'a pris en charge ni véritablement traité de ce problème qui n'arrête pas d'être remis en d'autres mains et puis repoussé à demain avec des budgets soi-disant pour aider, etc. Enfin, il y a énormément d'attentes dans la population parce que 92 ou 90% de nos populations, Guada et Madinina, sont touchés de la même façon. Donc, nous avons beaucoup de correspondances dans nos questionnements et il ne s'agit pas d'aller agiter le spectre de la mort, de culpabiliser les gens qui refusent le vaccin, je dis provisoirement, et de faire peser sur la population la responsabilité de cette énorme mentalité qui s'est développée, à mon avis, parce que justement, le dialogue de sourds dans lequel la question du vaccin a été introduite dans nos régions est particulière. C'est une question particulière qui interroge encore parce que il faut que les choses soient dites et je crois que le peuple a déjà expliqué pourquoi il ne veut pas pour le moment du vaccin. Merci beaucoup, Madame Smeralda, pour cette analyse autour effectivement de cette vaccination qui fait énormément débat et qui divise la société. Je vous rejoindrai sur effectivement cette communication plus ou moins biaisée du gouvernement, notamment, qui a gardé la main pendant 1 an et demi. Maintenant, vous entendez effectivement des médecins qui donnent des explications, qui répondent plus ou moins aux questions sur les médias, mais pendant 1 an et demi, il y a eu une omerta sur le corps médical qui n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc pas le droit de s'exprimer, pas le droit de prescrire. C'est le gouvernement qui s'est chargé de toute la communication. Ça a été plutôt centré donc sur Emmanuel Macron. On a eu des décisions qui ont été prises à l'issue de conseils de défense pendant toute la période de crise. Donc personne ne sait ce qui s'est dit finalement dans ces réunions. Et on a eu des débriefs effectivement de M. Castex ou de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, des comptes rendus assez succincts et surtout des directives. C'est vrai qu'on n'a pas eu de débat sur la vaccination, il n'y a pas eu de débat contradictoire sur la technologie, la nouvelle technologie et la biotechnologie à ARN messager, qui est quelque chose de nouveau, qui a beaucoup effrayé aussi les populations, pas que la Guadeloupe. Et donc cette omerta n'a pas aidé. Et on a eu aussi ce problème, juste avant de vous quitter, il ne faut pas oublier l'affaire du Lancet Gate, vous savez, ce journal, cette revue scientifique anglaise, dans laquelle il était paru un article qui desservait effectivement la chloroquine. C'est par rapport à cet article-là que la chloroquine a été retirée finalement des canaux d'essai pour les traitements. Et après, effectivement, le professeur Raoult a été vilipendé par rapport à ça. Eh bien, dites-vous que l'équipe de chercheurs qui a fait cette étude sur la chloroquine a rétracté cette étude puisqu'elle était fausse, qu'elle était biaisée. La communauté scientifique internationale, tout le monde est au courant, effectivement, que cette publication sur la chloroquine était fausse. Et forcément, ça a fait effet de boule de neige dans les sphères, on va dire, entre guillemets, dites complotistes, mais moi je dirais plutôt que ce sont des personnes qui aiment beaucoup se renseigner et aller chercher des informations. Mais effectivement, quand on a des couacs et de la malhonnêteté intellectuelle à ce niveau, ben forcément ça a des répercussions. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. On se retrouve demain pour une prochaine tranche info et on dit encore merci à Juliette Smeralda.